financer sa rénovation énergétique en tant que propriétaire bailleur. On continue sur cette même thématique qui sont les aides financières, mobiliser un prêt collectif. On est ensemble pendant 45 minutes. Une conférence animée par Justine Boulet-Casademont. Vous êtes chargée de mission auprès de l'Agence parisienne du climat. C'est à vous, Justine. C'est ça. Merci Xavier. Merci à toutes et à tous d'être là. Bienvenue. Donc, je vais animer cette conférence. Je suis conseillère sur le 20e arrondissement à l'Agence parisienne du climat et je suis accompagnée de Christophe Berfini, donc, de la Caisse d'épargne, qui va m'aider à présenter ces prêts collectifs. On aura un temps à la fin pour les questions, donc n'hésitez pas à noter vos questions, on y reviendra ensuite. Pour vous présenter rapidement l'agence, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris. Donc à ce titre, on est là pour vous délivrer des conseils neutres, gratuits et indépendants. Et on fait beaucoup de choses, donc je vous invite, si vous avez le temps après la conférence, de passer au stand de l'APC qui est juste derrière. Moi, je travaille plus particulièrement sur l'habitat, donc sur l'accompagnement des Parisiens et des Parisiennes à la rénovation, que ce soit au niveau individuel, puisqu'on est Espace Conseil France Rénov', ou en collectif via la plateforme Coach CoPro. Donc voilà, si vous avez en tout cas un projet de rénovation en copropriété et que vous n'êtes pas encore inscrit sur cette plateforme, je vous invite à le faire. C'est la première étape pour rentrer en contact avec votre conseiller attitré de votre arrondissement. Bon, maintenant, je vais vous parler du coup un peu plus de la rénovation en copropriété, puisque c'est mon métier. Donc sur ce petit schéma qu'on retrouve au-dessus, on voit un peu tous les postes qui sont possibles en rénovation collective. La liste n'est pas exhaustive. Voilà ce qu'il faut retenir. Le but de la rénovation collective, c'est d'avoir un projet global et performant. L'avantage de la rénovation collective, c'est aussi donc d'améliorer le confort des logements. Voilà, quand vous travaillez sur l'immeuble, vous améliorez aussi le confort au niveau individuel, que vous soyez locataire, que vous soyez bailleur et locataire ou propriétaire occupant. Faire des économies d'énergie, donc ça c'est aussi très concret, des économies sur vos factures. Préserver la santé des occupants. Il y a aussi une question de salubrité, d'hygiène, que ce soit des problématiques d'humidité qui peuvent se manifester parfois, se protéger contre la chaleur l'été. Réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc là, on est vraiment sur des enjeux environnementaux. Augmenter la valeur immobilière du bien. Voilà, c'est un objectif qui n'est pas négligeable. Et évidemment, répondre aux obligations réglementaires qui s'appliquent tant au niveau individuel qu'au niveau de la copropriété. Pour ce faire, donc pour vous aider à faire de la rénovation énergétique en collectif, vous avez plusieurs aides. Donc, premièrement, une aide à la conception de la ville de Paris, le chèque DTG, qui est une aide forfaitaire de 5 000 € et qui est mobilisable donc via votre conseiller Coach CoPro. Voilà, si vous avez un projet de rénovation globale, c'est la première étape et vous vous adressez à votre conseiller pour mobiliser cette subvention. Ensuite, quand vous avez fait la conception de votre projet, l'étape suivante, donc, c'est de voter les travaux. Pour ce faire, vous avez deux aides principales. Donc, le dispositif national, MaPrimeRénov' copropriété, qui est... voilà, vous êtes éligible si vous faites un gain de 35% sur votre projet global. Donc c'est un gain qui n'est pas négligeable et qui n'est pas toujours atteignable sur des immeubles à Paris. Voilà, pour des raisons architecturales, parce qu'on est sur un milieu urbain dense. Et la ville de Paris, qui est consciente de ces enjeux, de ces difficultés pour les Parisiens, a mis en place un dispositif depuis 2016 qui s'appelle Éco-Rénovons Paris, Éco-Rénovons Paris Plus maintenant. Donc c'est un dispositif d'aide locale qui est accessible dès 15% de gains énergétiques, voilà, sur votre projet de rénovation collective. Donc ces aides, il faut le savoir, elles sont versées à la fin de vos travaux, donc à la fin de la réalisation des prestations.
Donc, et c'est la grande difficulté et la grande inquiétude en général en copropriété, c'est comment on fait pour financer sereinement ces projets de rénovation, comment on fait, quelle stratégie de financement on adopte. Donc, c'est là que les prêts collectifs rentrent en jeu. Et je vais laisser la parole à Christophe qui va nous expliquer donc comment ça marche. Merci Justine. Bonjour à toutes et à tous. Christophe Berfini, donc je suis directeur d'une activité qui intervient en matière de prêts collectifs depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, les prêts collectifs, effectivement, c'est un véritable sujet lorsqu'on parle rénovation énergétique. Quelles sont les solutions que nous pouvons apporter pour pouvoir justement accompagner cette rénovation énergétique? Alors, qu'est-ce qu'un prêt collectif tout d'abord? Parce que vous allez me dire, il existe différentes façons de financer ses travaux de copropriété. Chacun pourra aller avoir peut-être des fonds propres pour pouvoir financer ses travaux, faire un prêt individuel ou toute autre possibilité de les financer. Mais il est vrai que lorsqu'on parle rénovation énergétique, on parle de sommes souvent considérables et il faut, pour que le syndic puisse mener à bien, les AMO et tous les accompagnateurs de ce type de projet, mener à bien ce type de chantier, il faut tout de même avoir une solution de financement qui puisse permettre de répondre aux besoins d'un plus grand nombre et dans les meilleures conditions possibles. Alors, ce qu'on a créé au sein de notre établissement, ce sont principalement 3 prêts. On a le premier qui est un prêt qui existe donc depuis lui très très longtemps, hein, depuis plus de 4 décennies aujourd'hui, le Coprosan, qui est un produit qui a permis de financer bon nombre de travaux de copropriété, quels qu'ils soient. Donc là, on ne parle pas spécialement de rénovation énergétique, c'est un financement qui va permettre de financer tout ce qui touche aux parties collectives et qui va permettre de financer des travaux, que ce soit des ascenseurs, de l'amélioration, toutes sortes de ravalements simples, toutes sortes de travaux, et puis financer surtout n'importe quel type de profil. Aujourd'hui, les travaux de rénovation énergétique, on a la chance d'avoir un autre type de prêt qui est un prêt bonifié par les pouvoirs publics, bonifié par l'État, qui est l'éco-prêt à taux zéro copropriété. Alors évidemment, ce prêt-là représente une aubaine au moment où on parle de volonté de rénover de façon massive les copropriétés. C'est un prêt à taux zéro qui permet de financer ce qu'on appelle le reste à charge des copropriétaires lorsqu'ils se lancent sur une opération, lorsque leur copropriété vote des travaux de rénovation énergétique. Donc c'est un produit que l'on distribue et qui peut durer jusqu'à 20 ans sous certaines conditions. Donc là, on trouve un moyen, si je puis dire, de niveler et de réduire le coût mensuel pour chaque copropriétaire qui se retrouve à devoir financer ce type d'opération. On en parlera plus en détail plus loin. Et enfin, le troisième produit, c'est un petit peu le troisième, le triptyque de notre offre, le préfinancement des subventions publiques. Comme vous l'a dit Justine tout à l'heure, il y a beaucoup d'aides, notamment MaPrimeRénov', copropriété, Éco-Rénovons Paris, des C2E, etc. Un certain nombre de garanties de subventions vont être versées seulement lorsque les travaux seront achevés. Et donc ces sommes-là, il faut que le syndic puisse en disposer pour pouvoir faire avancer un chantier. Donc ça, on préfinance, on fait une forme de crédit relais de ces subventions, ce qui permet de mener à bien des travaux jusqu'à leur terme. Donc voilà, dans ces grands traits, l'offre de prêts, la trilogie des prêts collectifs qu'on a mis en place. Alors quels sont les atouts des prêts collectifs? Alors la grande singularité des prêts copro, c'est que l'emprunteur, c'est le syndicat des copropriétaires. Donc ça sous-entend que le syndicat des copropriétaires, personne morale, va pouvoir emprunter pour le compte de tous les copropriétaires à partir du moment où le prêt est voté régulièrement en assemblée générale, où tout a été préparé en amont avec le conseil syndical, les AMO, tous les conseils qui peuvent intervenir en amont de ce type de gros projets qui prennent parfois des années. Hein. Et on va pouvoir je dirais, articuler, produire des projets, ce qu'on appelle des projets de contrat, que le syndic va joindre à la convocation à l'Assemblée générale, afin que le jour de cette fameuse Assemblée, le jour du vote des travaux, on pourra également faire voter les prêts nécessaires pour pouvoir financer cette opération. Donc ça, c'est quand même un point important qui rend possible ces travaux onéreux aujourd'hui. Hein. Il faut reconnaître que les coûts de la rénovation énergétique est élevé, mais avec ces solutions-là, on peut trouver un moyen comment dirais-je, de rendre possible cette rénovation énergétique en copropriété.
Lorsque les travaux sont votés, lorsque le recours à l'emprunt est voté, ensuite, le syndic va avoir 2 mois pour recenser les copropriétaires. 2 mois pendant lesquels les copropriétaires vont devoir notifier au syndic s'ils souhaitent ou non participer au prêt collectif. Encore une fois, il y a une liberté d'adhésion, hein. Il se peut aussi que d'autres veuillent financer par eux-mêmes leur quote-part. Et donc, en fonction des travaux votés, on pourra avoir un coprosan avec une avance de subvention ou un éco-PTZ. L'ensemble de notre offre peut se combiner, hein. L'essentiel, c'est de savoir que à tous les profils et à tous les besoins de la copropriété, on aura un type de prêt qui sera en combinaison avec les autres offres de notre gamme. Une fois que les prêts sont votés et que les copropriétaires sont recensés, on va pouvoir instruire et apporter des offres de prêts collectifs au syndic qui sera le signataire de ces offres de prêt. Donc là, c'est vraiment, si vous voulez, en très rapide, hein, le parcours qu'une copropriété va devoir faire et les solutions de financement qui s'ouvrent à elle dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. Alors après, bien entendu, il y aura tout un tas de questions qui vont se poser. Mais avant, peut-être on va passer à la slide suivante. Je voulais vous montrer, on m'a dit de faire très simple au niveau des slides, mais là voici en quelque sorte la chronologie des événements une fois qu'un prêt a été voté et qu'on va le mettre en place. Nous allons ouvrir ce qu'on appelle un compte travaux. Ce compte va permettre en quelque sorte de sanctuariser l'ensemble des fonds nécessaires à la réalisation des travaux de bout en bout. Alors, dans la chronologie, on va du haut vers le bas. On va commencer à mettre sur ce fonds travaux, au vert au nom de la copropriété, les fonds propres de la copro, c'est-à-dire tous ces fonds qui ont été soit déjà constitués au niveau de la copropriété ou l'appel de fonds pour les copropriétaires qui n'ont pas recours au crédit. Ces fonds vont aller sur ce compte travaux. On va débloquer les autres prêts qui auront été sollicités. Tout d'abord le coprosan si c'est nécessaire, les coprêts à taux zéro copropriété. Et enfin, quand ces prêts auront été réalisés, on débloquera au fur et à mesure de l'avancée du chantier le préfinancement de subventions publiques, tout en réceptionnant des factures, évidemment, que nous réglerons directement aux entreprises qui réalisent ces travaux. Donc on suit le chantier de bout en bout, et on peut ainsi suivre celui-ci et son bon d'acheminement jusqu'à son terme, et au reversement des subventions publiques, notamment par l'ANA, avec MaPrimeRénov'. Donc ainsi, on arrive à concentrer et à maîtriser l'ensemble de la chaîne de la rénovation énergétique sur une copropriété. Alors voilà, c'est fait de façon très schématique et très rapide, mais bien entendu, des questions plus pointues vont se poser, j'imagine, sur le mode d'octroi, sur les conditions d'adhésion au prêt collectif, n'est-ce pas? Donc avant de passer aux questions de la salle, j'ai déjà quelques questions. Oui. C'est quoi, question basique, les montants maximum de ces prêts, donc de ces différents prêts? Alors les montants maximum de ces prêts, je dirais qu'il y a plus des montants minimums. On intervient à partir de 30 000 euros chez nous, hein. Il faut qu'un prêt collectif, ça commence à partir de 2 copropriétaires adhérents. S'il n'y a pas de 2 copropriétaires adhérents, on ne pourra pas mettre en place le prêt qui n'est plus du coup un prêt collectif. Ensuite, il n'y a pas de limite, je dirais, en termes de. On a fait des dossiers, je crois que la plus grosse copropriété était d'environ 1000 copropriétaires. On peut aller, il n'y a pas de limite, hein, dans le nombre d'adhérents au prêt collectif. Il y a des limites réglementaires par rapport au montant notamment de l'éco-prêt au zéro. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut constater dans cette période où on est déjà très avancé sur la rénovation énergétique en France, aujourd'hui, les copropriétés vont plutôt faire le choix d'opter pour la performance globale du bâti. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'aides aujourd'hui qui interviennent en copropriété. Est-ce qu'on fait soit des travaux juste simples sur celle-ci, ou est-ce qu'on se lance vraiment dans la recherche de la performance globale et l'atteinte des plus 35% de gains d'énergie? Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est le choix qui est fait tout de même de façon assez massive par les copropriétés. Et ce choix fait qu'on se retrouve avec l'éligibilité à l'éco-prêt à taux zéro qui peut permettre de financer jusqu'à 50 000 euros de reste à charge par copropriétaire. Donc c'est tout de même important quand on arrive à ces sommes-là. Et je vous dis reste à charge, ça veut dire qu'on a déduction faite des subventions publiques allouées à la copropriété. Donc on n'arrive jamais à ces montants pour être tout à fait transparent. Donc on est assez large en termes d'intervention en taux zéro aujourd'hui, mais également sur les prêts libres. En revanche, on n'a pas véritablement de limite réglementaire. On peut financer les travaux
en fonction du besoin. Évidemment, il y aura des conditions d'octroi et de ressources qui peuvent être vérifiées si on arrive sur certaines quotes-parts qui seraient trop importantes. Merci. Deuxième question, c'est sur la durée en fait de l'emprunt. Donc, quelle est la durée maximum? Et surtout, une question qu'on nous pose souvent, est-ce que tous les adhérents du prêt doivent souscrire à la même durée et à la même somme? Alors, vous l'avez vu, pour nous, on a 3 types de prêts. Le coprosan, donc il y a un prêt libre, encore une fois, avec un taux de crédit en fonction du taux de marché. Lui, chacun pourra, c'est sa grande spécificité, choisir la durée de son choix. S'il y en a qui veulent du 3 ans, d'autres du 5 ans, d'autres du 20 ans, ils pourront faire le choix, chacun pour sa ligne de crédit. Il faut un minimum de 2 000 € d'emprunt par quote-part. Et ensuite, on peut arriver à parfois, donc, comme je vous l'ai dit, 50 000, voire on a pu connaître des quotes-parts supérieures. Mais chacun va pouvoir choisir sa durée. En revanche, sur les coprêts au zéro copro, il va falloir trouver une forme comment dirais-je, de convergence des souhaits des différents copropriétaires dans la copro pour choisir une seule durée. Donc en performance globale, je vous l'ai dit, c'est jusqu'à 20 ans potentiellement, mais on va aussi pouvoir, si la copro le souhaite, faire un prêt sur 15 ans ou sur 10 ans, si elle souhaite une durée plus courte. En revanche, tout le monde devra adhérer à la même durée en éco-prêt au zéro. Enfin, le crédit relais, c'est toujours un forfait de 3 ans qui normalement suffit pour couvrir la période de chantier, la période de travaux en copropriété. Merci pour ces précisions. Une autre question qu'on nous pose souvent, quels sont les critères pour adhérer à ces prêts est-ce qu'il y a des critères d'âge, d'endettement au niveau individuel, de santé? Alors, la grande particularité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'emprunteur étant le syndicat des copropriétaires, on a cette grande particularité de pouvoir prêter, quel que soit l'âge des copropriétaires. Alors, j'entendais encore dernièrement des cas, notamment une émission de radio, une personne qui avait 85 ans, je crois, avait dû vendre son appartement parce qu'elle disait il y a de la rénovation énergétique dans notre immeuble, j'ai pas pu financer mes travaux, donc j'ai vendu. Et j'ai trouvé ça très, très triste parce que je me suis dit c'est pas connu. Le principe du prêt collectif n'est pas encore suffisamment connu en France parce que c'est une solution, quel que soit l'âge. Il n'y a pas de limite d'âge en prêt collectif. Et vous allez me dire, ça peut être surprenant, mais on pourrait avoir dans l'absolu 90 ans et un éco-prêt au zéro voté sur 20 ans, que ça ne serait pas un frein pour que ce prêt-là soit octroyé. Donc c'est un principe du prêt collectif et un avantage considérable qui permet justement on le voit encore une fois par expérience aujourd'hui, qu'on a sur des copropriétés 70-80% d'adhérents sur le 0%, avec l'intérêt évidemment de bénéficier d'un taux défiant toute concurrence. Donc tout le monde peut en profiter. Alors évidemment, il n'y a pas que cette condition-là. Il faut être à jour de ses charges courantes. Ça, c'est un point important. Il faut être à jour de ses charges courantes. Et puis, arriver à un certain niveau d'échéance, parce que, évidemment, quand on dépasse les 25 000 € d'échéance, on commence à vérifier aussi le niveau de ressources du foyer pour s'assurer tout de même, sans rentrer dans un calcul d'endettement aussi pointu qu'on peut le trouver sur du prêt IMO. On va regarder tout de même si les capacités, les ressources de l'adhérent sont en phase avec le niveau d'endettement que lui provoquerait cet octroi de prêt. Mais globalement, c'est vrai qu'on a tout de même un taux d'adhésion qui est bien suivi et qui permet de trouver des solutions pour la plupart des copropriétaires. Ensuite, alors, indivision, évidemment, indivision, personnes physiques, personnes morales, SCI, toutes sont éligibles au prêt collectif. Il n'y a que lorsqu'on touche à des commerces de pieds d'immeuble, parfois, dès lors qu'il y a comment dirais-je, un lien entre la propriété et l'utilité du lot, on ne pourra pas l'intégrer au prêt collectif, car ça rentrera dans quelque chose de plus professionnel. Mais globalement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut financer une grande partie des copropriétaires sous réserve qui répondent aux ces critères de qualité par rapport aux charges courantes, et puis il y a d'autres critères qu'en banque, qui sont classiques en banque, si je puis dire, et puis cette question pour les grosses quotes-parts d'endettement. Merci encore une fois pour ces précisions. C'est vrai que ça a l'air très avantageux. Vous mentionnez un cas de vente d'appartement. Donc justement, quand on a déjà contracté un prêt et qu'il y a une vente ou même en cas de décès, puisque c'est une inquiétude aussi, comment ça se passe avec ces prêts? Alors, la particularité encore chez nous, et qui est un point important autant pour les copropriétaires que pour le syndic, les syndics ont une certaine
aversion à gérer un prêt collectif. Un prêt collectif aujourd'hui sur une copro, c'est, je vous l'ai dit, parfois 500 copropriétaires derrière un seul prêt collectif. On a mis en place un système de prêt, que ce soit pour le copro 100 ou pour les coprêts à taux zéro, où c'est nous-mêmes qui allons prélever les copropriétaires. L'emprunteur, c'est le syndicat des copropriétaires, mais nous prélevons chaque copropriétaire adhérent. Alors ceci permet de pouvoir isoler chaque quote-part de chaque copropriétaire. Et effectivement, il se passe beaucoup de choses sur 20 ans. Vous imaginez qu'un prêt collectif va vivre. Il va y avoir des mutations de lots, il va y avoir des successions, il va y avoir comment dirais-je, des séparations. Enfin, il y a toute la vie des prêts collectifs qui peut en être impactée. Et ça, on peut le gérer. Donc, évidemment, quand il y a mutation de lot, on va demander que le prêt la quote-part de prêt soit remboursée, soit soldée. Elle rentre dans le cadre de l'état daté qui est fait par le syndic avec l'aide notaire. Mais le seul cas où on pourra accepter une cession de la quote-part de prêt, c'est dans le cas d'une succession où des ayants droit reprendraient, par exemple, la quote-part d'un parent disparu et reprendraient l'appartement et rembourseraient à ce moment-là la quote-part de prêt. Dans ces cas-là, on peut l'accepter. Mais globalement, c'est vraiment la mutation de lot qui va générer le remboursement anticipé de la quote-part du lot en question. Merci beaucoup. Merci pour ce niveau de précision et de détail, c'est très clair. J'ai fait le tour de la plupart de mes questions, donc on va peut-être passer aux questions de la salle. Juste une petite précision que je n'ai pas faite, il n'y a pas non plus de questionnaire de santé. On a parlé, pas de limite d'âge, mais il n'y a pas non plus de questionnaire de santé. Ça veut dire que quel que soit l'état de santé des adhérents aussi, ce n'est pas un frein pour participer à un prêt collectif. Désolé. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il y a un monsieur qui a une question au fond. Oui, concernant ce que vous venez de dire, monsieur, si on vend son appartement, il faut liquider la quote-part de l'emprunt. Comment on fait pour la récupérer, nous, après? En fait, le notaire va demander au syndic le fameux état daté pour voir les charges qui se sont accumulées qui peuvent être encore liées à ce lot. Également la quote-part d'emprunt, le cas échéant, qui pourrait être attaché à ce lot. Et le notaire va ainsi retenir sur le montant de la vente le montant de ce qui reste, je dirais, comme charge de prêt d'une part et comme autre charge qui pourrait être due par ce lot de copropriété. Ce montant-là sera retenu sur le montant de la vente. Et donc, ce sont des éléments qui sont fournis évidemment par le syndic. Il n'y a pas de condition de ressources maximum pour ce prêt? Ce serait plus minimum. Pour les coprêts, vous voulez dire? J'ai compris, mais maximum. Oui. Maximum non plus. En fin de compte, pour avoir accès à l'écoprêt à taux zéro, il faut que le lot soit à usage d'habitation. C'est-à-dire que si vous êtes propriétaire bailleur, que vous avez 5 lots dans une copropriété qui sont utilisés au titre de résidence principale de l'occupant, vous pourriez avoir droit à 5 quotes-parts d'écoprêt à taux zéro pour financer les travaux. Donc il n'y a pas de question de ressources, mais uniquement une question de destination du lot qui va faire objet du financement. Si vous n'êtes pas éligible à cet écoprêt parce que le lot, par exemple, est une résidence secondaire, vous pourriez, à ce moment-là, vous retourner sur le prêt de type copro 100 qui est mis en place, peut-être en plus, pour pouvoir financer les quotes-parts, justement, qui ne sont pas éligibles à l'écoprêt à taux zéro. Oui, on peut financer la résidence secondaire, résidence principale, résidence secondaire, mais l'écoprêt à taux zéro, c'est vraiment le motif, c'est la résidence principale de l'occupant. Ça, c'est une obligation. Oui, bonjour, merci. Je voulais savoir à quel organisme on doit s'adresser pour contracter ou faire une demande de prêt copro-100 ou PTZ. Est-ce qu'on peut s'adresser à n'importe quel organisme bancaire ou est-ce qu'il y a des acteurs spécifiques? Alors là, je vous ai présenté, l'écoprêt à taux zéro n'est pas en soi un prêt qui est... nous, on a signé une convention avec l'État en tant que caisse d'épargne Île-de-France, donc on distribue ce prêt-là, mais d'autres organismes également peuvent proposer cet écoprêt. Le copro-100 est un produit propre à notre établissement, tout comme le préfinancement de subventions publiques. Donc ça, ce sont vraiment des produits maison. Et le montage également qui consiste à optimiser en quelque sorte un reste à charge pour les copropriétaires le plus faible possible avec le mécanisme du crédit relais de subvention, c'est aussi propre à notre établissement. C'est une recherche chez nous de faire en sorte que ce sacro-saint reste à charge soit le plus faible possible. Parce qu'on sait que c'est un sujet souvent en assemblée générale de dire comment faire en sorte que notre quote-part, qui est déjà suffisamment importante, soit le plus réduit possible.
Et on préfinance donc ces subventions, et ça, c'est quelque chose qui est propre à nous. Alors après, évidemment, si vous allez derrière une agence, vous allez pousser la porte d'une agence Caisse d'épargne, ça ne fonctionnera pas pour le prêt collectif. Nos prêts collectifs sont directement présentés auprès des syndics de copropriété. D'ailleurs aussi bénévoles, on a la spécificité aussi de pouvoir intervenir avec des syndics bénévoles. Mais le syndic reste le pivot du dispositif. C'est lui qui convoque l'Assemblée générale. C'est lui qui va mettre les éléments dans la convocation. Donc, on est en lien direct avec le syndic. Et ensuite, vous devriez, si celui-ci, en revanche, ne connaît pas l'offre, ne sait pas qu'elle existe, vous pouvez évidemment mettre en relation avec nous. On a un stand ici sur le salon. Si vous avez utilité, on pourra vous donner les contacts. Bonjour Alain, Florian, nous sommes assistants en maîtrise d'ouvrage, Bonjour. référencés à l'ANA et affiliés à Coach CoPro, bien sûr. Pourriez-vous zoomer un petit peu sur la notion de solidarité ou pas sur le montant global emprunté? Si mon voisin ne rembourse pas ses échéances, est-ce que je suis solidaire? Est-ce que je vais devoir rembourser pour lui? Voilà, merci. Oui. Alors la spécificité des prêts qui sont octroyés chez nous, que ce soit le coprocent ou l'éco-prêt à taux zéro, sont des prêts pour lesquels il n'y a pas de solidarité. Nos prêts sont comment dirais-je, accompagnés d'une caution bancaire qui garantit la désolidarisation des copropriétaires entre eux. Donc si votre voisin ne paie pas, ce n'est pas le voisin qui va payer ou les autres qui vont payer. Ce sera directement... On va avoir des voies de recouvrement. Là aussi, c'est un vrai métier. On va pouvoir faire il y a différentes raisons qui peuvent générer un impayé, que ce soit des questions justement de succession ou autre. Mais on va prendre le temps de regarder ce que c'est. Et si vraiment, au bout du bout, il n'y a pas de solution, il y a la caution bancaire qui prendra en charge le remboursement de la quote-part pour l'isoler et l'extraire du prêt. Il n'y aura pas donc de phénomène, si je puis dire, de contagion de l'impayé sur les autres copropriétaires, si je réponds à la question. Et le seul prêt pour lequel, en fin de compte, il y aurait une forme de solidarité, c'est le crédit relais de subvention, mais le risque est limité. C'est un prêt qui couvre l'ensemble des subventions de toute la copropriété. C'est un prêt in fine, et ce sont seulement les intérêts courus selon la durée de vie de ce prêt-là qui vont être dus par la copropriété. Donc là, effectivement, on n'a pas de caution bancaire associée. C'est une exception à la loi Allure de 2014. Qu'en est-il des assurances liées au prêt? Des assurances, je pense, assurance chômage par exemple, ou assurance santé, si quelqu'un est dans la capacité de générer des revenus? En fait, il n'y a pas, en dehors de la garantie dont je viens de parler à monsieur, cette caution bancaire qui est obligatoire pour désolidariser, il n'y a pas d'assurance en fait décès ou d'assurance perte d'emploi comme sur un prêt IMO. Alors j'ai entendu que certains établissements d'assurance commençaient non pas à y réfléchir, je crois qu'ils ont déjà pu commercialiser parfois certaines proposer des assurances décès sur du prêt collectif, mais nous on n'a pas, enfin c'est pas quelque chose qui est courant en matière de prêt collectif. Donc si souci de santé, si décès, on l'a vu, il y a ça rentre dans le passif successoral, donc il n'y a pas véritablement de sujet en soi, et en cas de maladie, donc il n'y a pas d'assurance ou perte d'emploi ou décès. Ça n'existe pas vraiment, à vérifier en ce moment auprès de certains assureurs qui se lancent. Mais ce n'est pas nécessaire et c'est surtout pas obligatoire. Oui, bonsoir. Une question sur, justement, je crois que c'était l'AMO qui gérait, qui recherchait les financements et non pas le syndic. C'est pour ça que je suis un peu surpris. Si c'est l'AMO qui gérait le projet. Oui, pour moi, je pensais que l'AMO gérait toute la partie financière. Donc, mais pas le syndic. Le syndic, il n'avait pas ce rôle-là de contractualiser des prêts auprès des banques. Alors, en fait, d'un point de vue juridique, celui qui va signer les offres de prêt, c'est le syndic en tant que représentant de la copropriété. Il y a un mandat de syndic. Donc, le syndic représente la copropriété. C'est lui qui va signer les offres de prêt. Après, vous avez raison. Aujourd'hui, on a quasiment sur la plupart de nos dossiers une présence d'AMO qui sont de plus en plus nombreux et nécessaires pour pouvoir accompagner la rénovation énergétique, parce qu'aujourd'hui, sur des opérations, notamment celles qui ont à plus de 35% de gains énergétiques, il est nécessaire d'avoir un accompagnement par un AMO. Et l'AMO financier, notamment, va permettre de s'occuper notamment de toute l'instruction du dossier. C'est vrai que ça peut être complexe. Le syndic a rarement le temps et beaucoup à faire pour pouvoir déléguer cette tâche-là. Donc les AMO sont de plus en plus présents sur le plan technique, évidemment, mais aussi sur le plan financier.
Donc ils deviennent, c'est vrai, des interlocuteurs qui accompagnent le syndic, mais ne se substituent pas à lui. Hein. Ça veut dire que le syndic garde ce rôle, encore une fois, lié à son statut juridique de représentant de la copropriété avec évidemment le mandat de syndic qui le lie. Si je ne me trompe pas, d'abord, les travaux sont votés en AG. Ensuite, il y a le délai de recours de 2 mois, suite auquel l'AMO dépose le dossier auprès de l'ANA. Puis après, il y a le délai d'instruction auprès de l'ANA. Et puis, c'est seulement après qu'on peut demander les prêts. Est-ce que c'est exact ? C'est pas tout à fait ça. Enfin, la loi, elle est très claire. En fait, c'est la loi Warsmann de 2013 qui avait régi la mise en place des prêts collectifs. Le syndic est censé, plutôt les copropriétaires sont censés notifier au syndic à réception du PV d'AG dans les 2 mois qui suivent la réception du PV d'AG. Après, il y a forclusion au sens juridique. Mais vous avez raison, dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir des retards, dans certaines régions assez considérables, de retour sur les subventions qui sont allouées aux copropriétés, notamment ma prime rénov. Je sais, selon les territoires, certains territoires, on peut voir des notifications de subventions qui arrivent plusieurs mois après que l'AG ait eu lieu, voire plusieurs trimestres. Hein. Ce qui sous-entend qu'on ne peut pas connaître véritablement le reste à charge précis par copropriétaire. Et c'est vrai que tant que le copropriétaire ne connaît pas précisément combien il va devoir payer si on fonctionne avec cette déduction des subventions, on peut se dire que c'est compliqué de notifier au syndic son souhait de participer à un prêt collectif dont on ne connaît pas encore précisément le montant. Mais la loi, pourtant, elle est ainsi faite. Hein. Ça veut dire que vous devriez avoir répondu au syndic dans les 2 mois qui suivent la réception du PV d'AG. C'est ainsi fait. C'est en même temps que le délai de recours, vous devez être recensé. Alors, il se peut que parfois ça glisse un petit peu en attendant justement que tout le monde ait répondu, à la fois les subventionneurs pour peut-être leur laisser le temps d'analyser des dossiers qui ont pu être aussi déposés tardivement, trop tardivement peut-être. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des travaux privatifs qui parfois sont recensés après l'AG. J'entends par là les fenêtres. Il se peut que parfois des parties privatives qui sont, je dirais, d'intérêt collectif peuvent être aussi recensées après l'Assemblée générale qui a voté les travaux collectifs. Donc là, on a aussi parfois un délai qui peut être plus long, le temps qu'on puisse connaître précisément ce que doivent chaque copropriétaire, si pour certains d'entre eux, des fenêtres doivent être changées pour pouvoir répondre aux normes BBC, par exemple, pour avoir des performances vraiment globales qui soient importantes. Dans ces cas-là, vous l'avez compris, le dossier glisse dans le temps. Mais c'est un petit peu contraint et forcé qu'on se retrouve avec des dossiers qui peuvent mettre beaucoup plus de temps qu'ils ne devraient arriver chez nous ou être octroyables parce qu'on n'a pas encore tous les éléments. Donc, je suis désolé, mais c'est un peu la manière dont s'articulent les choses aujourd'hui. Normalement, ça c'est un vrai sujet. Un syndic ne devrait pas commencer les travaux tant qu'on n'est pas garanti d'avoir son prêt. Et c'est vrai que parfois, justement, pour les raisons liées à la question précédente, il se peut qu'il y ait des retards pris qui soient considérables, que le chantier, comme les fonds propres commencent à être déposés pour les autres copropriétaires notamment qui ne participent pas au prêt, certains ont pu déjà verser leurs fonds propres sur le compte de la copro, des travaux parfois commencent à démarrer. Donc il n'est pas rare qu'on reçoive des factures alors même que le dossier de la copropriété n'est pas encore présent chez nous. C'est pas extraordinaire tout de même, parce que ça veut dire que si jamais il y a le moindre problème sur la copropriété, nous on regarde la santé financière de la copropriété aussi dans son ensemble. Si celle-ci n'est pas éligible au prêt collectif parce qu'elle est considérée comme trop fragile, défaillante, c'est très gênant si les travaux ont commencé, que les échafaudages sont montés, etc. Donc idéalement, dans un monde merveilleux, on aimerait que tout ça se passe dans les 6 mois qui suivent l'AG. Ça serait parfait. Et que les travaux commencent effectivement vraiment quand on sait au moins que les grands indicateurs ont été vérifiés et qu'on n'aura pas de raison que le prêt ne soit pas octroyé. Mais des fois, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Je voulais savoir tout ce qui est honoraires d'architecte, est-ce que ça peut être pris en charge dans l'emprunt à taux zéro ? Oui, il y a certains frais sont pris en charge, pas les honoraires de syndic, mais les d'autres frais peuvent être pris en charge. D'ailleurs, la réglementation éco-prêt à taux zéro a été améliorée
et avait entendu un petit peu les remontées qu'on avait pu faire de première expérience sur les premiers dossiers, ça remonte, hein, c'était 2015. Mais aujourd'hui, l'éco-prêt à taux zéro peut mettre, par rapport à un montant éligible de travaux qui sont éligibles donc à taux zéro, on peut majorer de 30% ce montant-là pour financer des travaux induits, notamment pour financer, par exemple, il y a des travaux parfois comme les garde-corps sur une copropriété qui ne sont pas de la rénovation énergétique. Ils peuvent être financés à taux zéro parce que l'État a bien accepté qu'on ait cette enveloppe de 30% qui peut venir en complément des travaux éligibles. Donc vous voyez, donc il y a des souplesses par rapport à ça pour pouvoir optimiser le prêt à taux zéro sans avoir à recourir à un autre type de crédit. Oui, vous avez peut-être répondu à cette question, mais je la pose quand même. Coprosan, pour l'obtenir, c'est conditionné par le fait qu'on ait des aides de l'État ou si... Pas du tout. Si on n'en a pas du tout, pas de souci. Okay. Oui, lui, c'est n'importe quel. D'ailleurs, même les prêts à taux zéro, on parle beaucoup de l'éco-PTZ performance globale qui peut aller jusqu'à 20 ans, mais on peut faire aussi de l'éco-PTZ sec, si je peux dire, seul. Si on fait par exemple un changement de chaudière à basse consommation, vous pourriez avoir un éco-PTZ pour changer votre chaudière. Quelque part, ce qui est dommage, c'est que vous pouvez pas vous l'optimisez pas. Donc on a toujours un intérêt, encore une fois, à optimiser les travaux qui sont éligibles au 0% d'une part et d'autre part à MaPrimeRénov' pour pouvoir, je dirais, bénéficier des aides aujourd'hui qui sont massives sur la rénovation énergétique. Mais donc le coprosan, vous pouvez le faire sec, vous pouvez même financer un ascenseur il n'y a pas de subvention évidemment, donc on peut intervenir comme ça, mais il peut aussi être associé à une subvention. Oui, c'est juste une question un peu prospective. Est-ce qu'il y a une réflexion sur le taux des prêts qui sont accordés par rapport à l'ambition de performance, de gain de performance énergétique? Par exemple, si la copro dépasse les 35%, est-ce que le taux peut être étudié pour que ça soit gagnant-gagnant, quoi? Vous voudriez un taux négatif? C'est ça? Parce qu'on est à zéro, hein. Donc, non, je parle des autres prêts. Ah, des autres prêts. Bon, déjà aujourd'hui, sincèrement, on voit la plus grande partie des opérations aujourd'hui entre le relais de subvention et les coûts prêts à taux zéro. Avec les deux lignes de prêt, on finance quasiment l'ensemble du besoin, hein. Donc j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas vraiment utilité à... Évidemment, il faut penser à d'autres types de financement, mais tout ce qui touche vraiment la performance, quand on est sur de la rénovation énergétique pure et ambitieuse, on est vraiment sur des niveaux aujourd'hui d'aide qui sont tout de même, je trouve, intéressants. Je sais pas, peut-être qu'il y a des réflexions en cours. Alors les prêts libres, c'est différent parce qu'ils sont, si vous voulez, financés aux conditions de marché. Donc là, on sort du réglementaire. Mais pour l'instant, j'ai pas ma connaissance de perspective. Mais on est tout de même, encore une fois, sur des dispositifs vraiment aidants. Bon, moi, j'ai pas de... On va la citer parce que c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, mais on voit vraiment qu'il y a une majoration chaque année de projets ambitieux sur la rénovation énergétique. On sent que les systèmes d'aide actuels fonctionnent tout de même plutôt bien et commencent à être bien connus et maîtrisés. Bonjour. Je voulais savoir si une copropriété qui a un gros taux d'impayés pouvait avoir les prêts. Eh bien, chez nous, oui. Mais quand il y a un gros taux d'impayés, la difficulté, c'est que les établissements de caution qui permettent justement de désolidariser les prêts, comme je vous en parlais tout à l'heure, n'interviennent plus. C'est-à-dire qu'on a des règles chez nous, notamment la règle, c'est de ne pas dépasser 15% en tantième de taux de défaillance. Donc si les copropriétaires qui ont plus de 2 trimestres sur les 12 derniers mois en tantième pèsent plus de 15% du poids des tantièmes généraux de la copropriété, donc là on considère déjà qu'on est en copro dite dégradée. Et après, il y a évidemment les critères ANA qui vont être fonction de la taille de la copropriété. Alors, le seul moyen d'intervenir à ce moment-là, ce qu'on fait nous, hein, et je crois qu'on doit être seul à le faire, on fait uniquement le crédit relais de subvention publique. On intervient énormément en Ile-de-France sur des projets de copropriété dégradée. Alors, évidemment, il y a toujours la partie reste à charge qui convient de trouver, hein, une question comment financer l'apport de la copropriété, mais globalement le niveau d'aide qui peut accompagner les copropriétés dites dégradées est tout de même important. On parle plus de 30%, mais on parle de
on finance parfois des projets où il y a 90% de subventions publiques qui permettent de réaliser des opérations importantes. Donc là, notre système de crédit relais fonctionne. Il faut l'apport personnel de la copro dessus, s'il y a apport personnel, et on fait un crédit relais de subvention. Mais c'est vrai que les prêts libres à taux zéro, tous les autres prêts dont je vous ai parlé ne pourront pas fonctionner dans ce cadre-là.